Si je vous demande de réfléchir à quels sont les pays où l'obésité cause le plus de ravages, les premiers qui vont vous venir en tête seront probablement les États-Unis, le Canada ou encore le Royaume-Uni. Et pourtant, ces pays sont loin d'être les champions du monde lorsqu'il est question d'obésité. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des pays avec le taux d'obésité le plus élevé du monde, avec 94,5% de personnes atteintes de surpoids ou d'obésité, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Et ce pays, ce n'en est pas vraiment un à part entière, c'est plutôt une île, celle de la République de Nauru. Nauru, c'est une petite île du Pacifique située au nord-est de l'Australie. D'après Wikipédia, elle aurait été découverte en 1798 par des navigateurs britanniques, mais je pense personnellement qu'elle avait déjà été découverte avant cette date-là par les habitants de Nauru, les Norrois. Et ces Norrois, à cette époque, ils vivent une vie plutôt paisible. La population de l'île de quelques centaines d'habitants est répartie en 12 différentes tribus qui vivent au gré de leurs traditions, de la culture des bananes, des noix de coco et de l'élevage de poissons. Jusque-là, tout va bien. Mais rapidement, les choses vont changer pour les Norrois. L'île devient alors une colonie allemande de 1888 à 1914, puis australienne de 1914 à 1968, date à partir de laquelle elle obtiendra finalement son indépendance. Mais ce n'est pas tant le fait d'avoir été colonisée par différents pays qui a tant dégradé la santé des Norrois et les a conduits à devenir l'un des pays les plus obèses du monde, si ce n'est le plus obèse. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au tout début du siècle dernier, en 1906. C'est là que tout a commencé. Cette année-là, une importante ressource va marquer un tournant dans l'histoire de Nauru et va être découverte en très grande quantité sur l'île, le phosphate. En réalité, plus de 70% de la surface de l'île en est recouverte. Pour les différents pays colonisateurs qui se sont succédés sur l'île, c'était une opportunité en or. Le phosphate servant de base pour la conception d'engrais chimiques très utiles à l'agriculture. Mais pour les Norrois, ça ne change pas grand-chose d'un point de vue économique, en tout cas pas pour l'instant, puisque l'immense majorité des profits réalisés par l'extraction de phosphate vont aller directement dans les poches des pays qui l'ont colonisé. D'abord les Allemands de 1906 à 1914, ça n'a pas vraiment duré, puis par les Australiens, puis par les Japonais pendant la période de guerre entre 42 et 45, bref, ça a été un vrai bordel. Jusqu'en 1968. Cette année-là, l'île de Nauru et sa population obtiennent enfin l'indépendance, et c'est à partir de là que les choses vont drastiquement changer pour les Norrois. L'État, à cette période, se retrouve avec un choix cornélien. Soit continuer à exploiter les réserves de phosphate de l'île, qui ont déjà été épuisées à hauteur d'un tiers, et ont largement contribué à dégrader les écosystèmes et la nature de l'île à cause des méthodes d'extraction, et tout cela reviendrait à renvoyer les Norrois au même stade de pauvreté qu'avant la découverte du phosphate. En gros, c'est retour à l'âge de pierre. Ou alors, option numéro 2, continuer sur cette même lancée et faire perdurer au maximum le potentiel économique représenté par le phosphate et commencer enfin à vraiment s'enrichir. Vous vous en doutez, c'est la deuxième option qui a été choisie. Et les résultats vont être spectaculaires, puisqu'en seulement quelques années, et dès 1974, le PIB par habitant va exploser pour devenir le deuxième le plus élevé du monde. Mais croire que tous les Norrois sans exception vont s'enrichir à en crever est une erreur. En réalité, c'est surtout l'État qui va se gaver très largement, même si les habitants vont quand même en profiter, on va dire, assez correctement. Il faut savoir que chaque année, le gouvernement va empocher au minimum 123 millions de dollars grâce à la vente de phosphate aux pays étrangers, des dollars de l'époque. Avec cet argent, l'État va mettre en place un certain nombre de choses très intéressantes pour les Norrois, comme par exemple la prise en charge de tous les frais médicaux des habitants, de tous leurs frais de logement, ou encore même la création d'un aéroport international. L'État est même allé jusqu'à acheter une Lamborghini à son chef de la police, mais finalement il n'a pas pu s'en servir car il était malheureusement trop gros pour rentrer dans l'habitacle. Mais ça on va y revenir. Tout ça pour dire que sur Nauru, c'est littéralement la fête du slip. Il y a même des gens qui rentrent dans les supermarchés, s'achètent des bonbons importés avec un billet de 50 $ et repartent avec leurs bonbons sans même prendre le temps de récupérer la monnaie. On se torche avec des billets. Mais cette explosion soudaine de richesse, elle va avoir de lourdes conséquences sur les Norrois, en particulier pour tout ce qui concerne leur alimentation et leur mode de vie en général. Quand on a autant d'argent, pourquoi s'embêter à maintenir un style de vie traditionnel basé sur l'élevage de poissons, la pêche ou encore la cueillette de fruits? Tout ça, ça prend du temps et ça demande de l'énergie. L'île de Nauru va alors importer de plus en plus de nourriture étrangère, et bien sûr, il s'agit d'aliments ultra transformés et très denses en calories. L'apport énergétique du Norrois moyen va alors augmenter significativement. Mais il n'y a pas que l'alimentation qui a joué un rôle majeur dans la crise de Nauru. Le style de vie des Norrois, et en particulier leur capacité à dépenser de l'énergie, a aussi été lourdement impacté, puisqu'ils sont passés de travaux manuels à des travaux beaucoup plus sédentaires par rapport à leur style de vie du début du siècle dernier. Au lieu de chasser, de pêcher et de marcher sur l'île pour aller d'un point A à un point B, ils utilisent maintenant des voitures, conduisent des camions pour l'industrie du phosphate ou ont tout simplement des jobs administratifs, de bureau. Tout ça a en grande partie joué sur la progression de l'obésité sur l'île et des maladies qui vont avec. Entre le début des années 60 et le milieu des années 70, donc une petite quinzaine d'années, l'obésité va passer de seulement 2% à 30% de la population.
ce qui est déjà tout simplement énorme. Mais quand on y réfléchit, c'est presque trop rapide. Finalement, leur style de vie n'est pas devenu si différent de celui des pays occidentaux, et même si l'obésité a progressé pendant cette période-là et continue de progresser chez nous en Europe ou encore en Amérique de façon générale, personne n'a jamais connu d'escalade de l'obésité de façon aussi fulgurante. Et la raison probable qui fait que ce changement de mode de vie rapide a beaucoup plus lourdement atteint les habitants de l'île par rapport au reste du monde occidental se trouve peut-être dans leur génétique. Pour tenter de comprendre ça, il faut revenir 3000 ans en arrière, quand l'île de Nauru ne comptait encore aucun être humain sur son sol. Au départ, l'île a été découverte par des Polynésiens, ou plus précisément des Micronésiens, qui menaient déjà des petites expéditions avec des petits bateaux et ont conquis tout un tas d'îles dans le Pacifique, les îles du triangle de Polynésie. Pour faire très simple, ils ont découvert l'île de Nauru, l'ont trouvé sympa et s'y sont durablement installés. Mais les conditions de vie de départ sur l'île étaient loin d'être évidentes. La nourriture pouvait sans doute se faire rare à certaines périodes de l'année, ce qui aurait favorisé la survie des individus qui étaient porteurs de gènes les permettant de stocker plus facilement et rapidement les excès de calories quand la nourriture était abondante sur l'île. Grâce à ces gènes, ils pouvaient faire des réserves de graisse plus importantes, leur permettant de survivre plus facilement aux périodes pendant lesquelles la nourriture se faisait rare. Comme certains individus porteurs de ces gènes auraient eu plus de facilité à survivre que les autres, ils auraient eu la possibilité de se reproduire et de transmettre ces gènes aux générations futures. Et ce terrain génétique, combiné à la sédentarité et à la consommation croissante de produits modernes ultra transformés, aurait conduit les Nauruans à développer de l'obésité plus facilement et rapidement que dans d'autres régions du monde. Ceci n'est pour l'instant qu'une théorie, mais si elle s'avère vraie, elle expliquerait bien pourquoi les populations des îles du Pacifique figurent quasiment toutes dans le haut du classement en ce qui concerne le surpoids et l'obésité. En fait, le Pacifique compte tout simplement 9 des 10 pays les plus touchés par l'obésité à travers le monde entier. Pour les habitants de Nauru, les choses n'ont fait que se dégrader progressivement depuis la fin des années 70. La richesse créée par l'industrie du phosphate ne s'est pas faite sans conséquences sur l'environnement de l'île, puisque la majorité des sols ont été rendus impropres à la culture et ont poussé les Nauruans à consommer toujours plus de produits importés. Mais ce qui rend les choses encore plus difficiles pour cette petite île, c'est qu'elle est petite, et que les réserves de phosphate, elles ont déjà été quasiment épuisées, après plus d'un siècle d'exploitation. Et ça, les gouvernements successifs de l'île le savaient. Ils savaient qu'un jour la fête allait finir par prendre fin. Alors, ils ont voulu prendre les devants après l'indépendance de l'île en 68. L'idée, c'était de placer une partie de l'argent gagné par l'exploitation du phosphate sur des supports financiers ou des investissements immobiliers pour assurer des revenus à long terme à l'île et continuer à prospérer même une fois que les réserves de phosphate auraient été épuisées. Sauf que ça aussi, ça a foiré. La majorité des investissements faits par les gouvernements se sont révélés complètement infructueux, voire même pour certains très douteux. En clair, ils se sont fait rouler par tout un tas de financiers peu scrupuleux qui les ont poussés à placer leur argent sur des supports absolument instables. Et ça, combiné à des niveaux de dépenses très élevés sur des voitures de luxe, un aéroport et un système de santé qui doit fournir toujours plus d'argent pour combattre les ravages de l'obésité sur l'île, c'est tout simplement en train de la ruiner complètement. Aujourd'hui, le niveau de richesse des Nauruans ne leur permet plus d'acheter des produits importés de qualité. Et à 61 $ la pastèque, on comprend mieux pourquoi c'est compliqué. De l'autre côté, l'île doit faire face à un taux de diabète de 31%, ce qui est énorme et coûte très cher en traitements médicaux, mais aussi en amputation. C'est fantastique. Pour les habitants, la pente semble impossible à remonter, à moins de revenir aux anciennes traditions et d'abandonner complètement l'exploitation du phosphate avant qu'il ne soit plus possible de faire machine arrière, si ce n'est pas déjà le cas. Est-ce qu'ils vont y parvenir? Ça, c'est l'histoire qui le dira. Si votre objectif est de vous tailler votre meilleur physique, mais que vous galérez particulièrement avec l'alimentation, trop de sucre, trop de malbouffe, trop de tentations diverses, et que ça gâche tout votre potentiel, alors je vous recommande de télécharger la vidéo gratuite que je vous ai préparée, et dans laquelle je vous montre toutes les astuces et les méthodes qui m'ont libéré de la malbouffe quand j'ai commencé ma transformation. Grâce à ces conseils, j'ai enfin pu en finir avec les résultats en dents de scie, et j'ai pu commencer à faire des progrès sur le court, moyen et long terme, et je pense que c'est par là qu'il faut commencer si vous souhaitez un corps moins gras et plus musclé. Un corps qui vous permette de rentrer dans la Lamborghini, pas comme ce pauvre chef de la police. La vidéo est disponible en cliquant sur la petite vignette qui s'affiche juste ici ou en cliquant sur le premier lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. On se retrouve dessus dans quelques instants. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur ma chaîne Roms Physique. C'était Romain, à la semaine prochaine.